le responsable de l'HPC Constantine 1, HPC pour High Performance Computing, et je suis aussi le coordinateur de la formation et responsable du contenu de la formation. Bon, je vais essayer de vous présenter la formation en droit à distance en quelques minutes, 10 minutes exactement. Donc c'est une présentation succincte, elle ne sera pas exhaustive. Je vais passer par le sommaire. On va voir une introduction, les objectifs généraux de la formation, comment on a fait les inscriptions des apprenants, comment on a organisé la formation, une maquette de la formation, et un point qui est très important, c'est la scénarisation de la formation. On va voir aussi quelques écrans des types d'enchaînement des activités, et on passera finalement à l'évaluation et une conclusion. Donc, comme vous le savez, le dispositif de formation désigne un ensemble d'acteurs, en fait. C'est des apprenants, des tuteurs et des responsables de formation ou de module, avec des outils techniques qui sont des ressources pédagogiques et des outils d'échange de la plateforme. Tout cela organisé dans l'espace-temps, en fonction, bien sûr, d'un but d'apprentissage. Bon, ce master est en fait le résultat d'un besoin. C'est un besoin exprimé par les institutions d'ordre juridique et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les objectifs généraux de ce master, c'est d'abord, et c'est un point très important, promouvoir la formation à distance en Algérie. Donc c'est un projet pilote. Donc, si ce projet réussit, je pense que cette expérience va être conduite. Sinon, je pense qu'il y aura d'autres réflexions. Le deuxième objectif, c'est répondre à la forte demande exprimée pour la formation en master. Donc, on a tous remarqué que cette demande est forte pour le master et les universités ne peuvent pas répondre en présentiel à cette demande. Le dernier point, le dernier objectif, c'est l'acquisition de compétences par les apprenants dans le domaine de cette spécialité. Moi, je voulais d'abord, avant de détailler la formation, de parler un peu d'histoire de l'Université de Constantine, parce que cette formation, c'est un peu un aboutissement. Donc, on a déjà commencé dans les années 2000 à acquérir des équipements, à mettre en place un réseau Internet intranet de l'université, à mettre en place data center, un centre audiovisuel. Donc, c'est un peu la base de la pyramide. Ensuite est venu les compétences humaines. L'université a formé des ingénieurs pédagogues, à l'instar de mon ami Mahmoud. Donc c'est des compétences humaines. Et ensuite, il y a eu la formation des enseignants en e-learning. La formation des enseignants en e-learning a été, je pense, un point essentiel pour l'aboutissement dans l'organisation du Master 3. Donc, le Master 3 est venu un peu dans le sommet de la pyramide. Tout cela, bien sûr, constitue l'écosystème numérique de l'université. Bon, je vais donner quelques chiffres concernant les acteurs de la formation. Ces chiffres sont essentiellement du premier semestre. Un chiffre qui est très important, qui saute aux yeux, c'est les 649 apprenants inscrits. Les 649 apprenants inscrits en master, c'est un total qui est supérieur au total des apprenants inscrits en master à distance dans la Tunisie, en Tunisie. Pour voir le volume des inscrits. J'ai fait une petite carte pour faire un petit dessin. Nous avons 20 tuteurs qui s'occupent de tutorat, bien sûr, 5 concepteurs de cours, un coordinateur, un responsable du tutorat. Le responsable du tutorat a une fonction très importante parce que c'est à lui de voir toutes les activités des tuteurs, de mettre en place le tutorat et de faire le suivi. Un responsable de la conception des modules, qui est aussi une tâche très importante, on verra par la suite, et est responsable, je dirais, pas de la conception, mais de la scénarisation des modules. Donc c'est à lui de voir avec les enseignants, après avoir reçu les cours des enseignants, des cours en général, des cours magistrales, c'est à lui de reformuler ces cours sous la forme de cours exploitables en mode à distance.
Puis on a les responsables de cours, les responsables pédagogiques. Ce sont les responsables de module. On a aussi un responsable pédagogique de la formation, un responsable technique et 2 tuteurs techniques. C'est un peu le staff de cette formation. Au premier semestre, bien sûr. On essaie, à travers cette carte, de montrer un peu la localisation des apprenants de ce master. Ils se concentrent essentiellement dans la partie centre et est du pays. Il y en a même quelques apprenants du sud, Volgila et Voltaïa. Il y en a même des étrangers, un du Qatar et 2 Tunisiens. Ça, c'est après la localisation géographique des apprenants. Cela est dû, je pense, parce qu'il n'y a pas eu assez de communication pour l'annonce du master. On a eu d'autres demandes après, d'un peu partout, de tout le pays, mais comme on avait le facteur temps à respecter, on a pris les premiers venus et c'est avéré que ce sont tous de l'Est et du centre du pays. L'organisation de ce master, elle est faite, j'essaie un peu de schématiser cette organisation sous forme de cercles à l'intérieur, qui sont les enseignants responsables de modules, les tuteurs, les concepteurs de contenu pédagogique et les coordinateurs de la formation. Ils sont tous en relation, c'est pour ça qu'on voit l'intersection entre les ensembles. Ils sont en communication, en flux de communication avec le responsable de la formation, qui peut communiquer avec tout l'ensemble ou directement par le coordinateur de la formation. Il peut aussi communiquer avec le responsable technique, il peut lui-même communiquer avec l'ensemble des enseignants, coordinateurs, tuteurs et consulteurs pédagogiques, mais la communication avec les apprenants, elle est limitée seulement par cet ensemble qui est au centre de l'image. Dans la maquette de la formation, c'est une maquette classique. J'ai souligné en jaune la partie du tableau, Mutawassel pour continu, mais là c'est Mutawassel, c'est exactement c'est la formation à distance, c'est la partie formation à distance. Donc tout ce qui est Mutawassel, c'est les activités qui seront faites en distance, à distance. Voilà. Donc on a les toutes les informations, les coefficients et les critiques. Scénarisation de la formation. Donc pour scénariser cette formation, on doit l'étaler sur le temps. Et pour cela, ça c'est le premier semestre. On a essayé d'étaler les 2 modules, ensuite 2 autres modules, et on a terminé par 3 modules. Les périodes, c'est des périodes, j'ai mis période, au lieu de mettre 1 mois ou 2 mois, parce qu'au départ on ne savait pas à quelle période on allait débuter. Là c'est plus explicite, c'est les images des modules qui sont sur la plateforme. Donc on a une timeline, on a les 2 premiers modules, ensuite 2 autres modules. Après que les 2 premiers soient finis, bien sûr, on passe à 2 modules, ensuite on passe à 3 modules, le référence. Donc les 3 modules, on a essayé de partager au niveau du premier semestre. Le modèle pédagogique adopté, c'est le nœud modèle de la formation. Parce qu'au départ, quand on a pris la formation, on ne savait pas comment allait se dérouler la formation, comment scénariser cette formation. Il y a des critères qu'on a pris en compte, c'est le nombre d'apprenants, le nombre de tuteurs par module, 4, seulement 4. Le ratio apprenant par tuteur, 162. Donc on a un tuteur pour 162 apprenants. Il est énorme. Donc, quel modèle pédagogique tiré en voyant ces critères? Pour le modèle pédagogique adopté, on a adopté l'enseignement programmé. L'enseignement programmé, pourquoi? C'est tout simplement, donc c'est une présentation des éléments de connaissance immédiatement suivi de tests de vérification de l'apprentissage. C'est ce qui nous permet, cet enseignement programmé, il nous permet de faire l'évaluation automatique. Pourquoi l'évaluation automatique? Parce qu'imaginez 649 apprenants, ils remettent leurs devoirs, donc pour
3 à 4 devoirs par module. Vous le multipliez par 649, vous voyez le nombre de copies à corriger par les enseignants. Mais l'enseignement programmé présente quelques désavantages. C'est le sentiment d'isolement. Sentiment d'isolement des apprenants. Donc c'est un sentiment ressenti par les apprenants devant leur écran. C'est des études faites par Sassby et Morel 2008. Et comment réduire ce sentiment d'isolement devant l'heure? On a essayé donc de varier le processus pédagogique. Comment le varier? Premièrement, on a conçu des cartes heuristiques ou des cartes conceptuelles. Et on va essayer de mettre un apprentissage collaboratif, parce que c'est pas simple, de mettre un apprentissage, un travail collaboratif pour 649 apprenants. On va essayer de réfléchir pour mettre en place ce wiki. Et on a inséré des dispositifs synchrones qui sont essentiellement le chat. La vidéoconférence est en cours de réflexion. Le chat, comme vous le savez tous, donc il y a un fort potentiel socio-affectif. Un apprenant qui est en face de son tuteur, et il est mieux dans sa formation qu'un apprenant qui est devant son écran. Bon, le processus de mise en ligne sur la plateforme. Le processus de mise en ligne sur la plateforme va d'abord désigner un concepteur de cours qui fait la conception et la scénarisation des activités. Ensuite, on passe par une phase de validation par un autre concepteur. Donc, il y a un deuxième concepteur qui fait la validation de la première conception. Si c'est OK, on la met en ligne et elle peut être utilisée par les apprenants, tout en mettant un processus de veille donc qui contrôle un peu la réaction des apprenants par rapport au contenu. Donc, s'il y a un problème, on revient à la première phase et on recorrige les modules. Bon, les types d'activités pédagogiques. Synchrone, on a mis des activités de chaque, moyenne de 40 heures par module. C'est une moyenne, parce que des fois on est arrivé à faire 3 heures, jusqu'à 3h30 de chaque par tuteur, par séance. On a les forums, les devoirs asynchrones, les wikis asynchrones, des leçons interactives, donc sous forme de questions-réponses. Et on a terminé par une conception de cartes heuristiques qui a permis à beaucoup d'apprenants de découvrir des talents. Je vais faire très bonne chose. Il y a de haut niveau. Pour les captures d'écran, j'essaie de vous montrer une capture d'écran de la plateforme. Il y a une carte conceptuelle faite par un apprenant, justement. C'est un exemple de carte conceptuelle. Et une séance de chat. Séance de chat, on avait pas exigé, mais demandé aux apprenants de mettre leurs photos pour que les séances de chat soient un peu plus personnalisées. Il y a quelques-uns qui l'ont fait et une majorité qui l'ont encore fait. On va essayer de mettre toutes les photos d'ici la fin de la formation. Là, c'est une capture d'écran globale de comment l'apprenant voit la formation. Vous pouvez voir qu'il y a des forums, des nouvelles qui arrivent à chaque connexion, tous les inscrits, les objectifs de chaque séance qui sont mis en avant à chaque séance et les activités de la séance. Pour l'évaluation, deux types d'évaluation. L'évaluation, c'est l'évaluation des apprenants. On a essayé de mettre un peu les crédits pour chaque formation. Et l'évaluation de la formation. Un sondage a été déjà mis en ligne et je pense que les étudiants vont réaliser ce sondage. On aura une idée plus claire sur la formation. Moi, je vais terminer plus de temps. Apparemment, c'est terminé. Une conclusion. Moi, j'allais mettre une conclusion. Je pense que la conclusion n'est pas d'actualité puisqu'on n'a pas encore terminé le projet. C'est beaucoup plus une réflexion des défis à relever. Le défi à relever déjà, c'est la continuité du master. Comment passer à la deuxième année ou à la deuxième session. Et un autre défi, c'est l'encadrement. Il y a une dimension majeure de ce processus d'apprentissage. Comment on va faire l'encadrement pour les 640 apprenants? Est-ce qu'on va utiliser la vidéoconférence? Est-ce qu'on va utiliser des outils de présentation en ligne? Est-ce que nous-mêmes, on va innover? Donc c'est un peu le point où on va essayer de réfléchir. Ouais, et je termine. Merci.